Heureuse de vous savoir nombreux, fidèles, toujours en train de nous suivre. Nous sommes à Kinshasa, précisément à l'hôtel Sultani. Vous savez, il y a eu une première, une deuxième, une troisième. Puis aujourd'hui, on parle de la 8e édition de la rencontre Makutano. La spécificité de cette édition est qu'elle va se dérouler sur 2 sites, à Kinshasa, mais aussi à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Justement, nous allons vous mettre de l'eau dans la bouche. Nous allons évoquer ce qui sera dit au cours de ces 2 journées, un rendez-vous important qui aura lieu ce mois d'octobre, précisément le 24 et le 25. Makutano, c'est quoi? On en saura un peu plus avec nos invités. Ils sont à 3. Je commence par Madame Alda Koulé, qui est conseillère financière du ministre des Finances. Bienvenue, madame. Merci. Nous avons également un des membres fondateurs de ce réseau qui regroupe à peu près 600 membres, monsieur Alkitengi, qui est stratège. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup, Françoise. Et pour faire complet, le troisième invité de ce plateau d'échange, nous avons Alex Sué. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous ne venez pas nous enseigner ici, vous êtes un des panélistes. Vous aurez à animer les panels au cours de ces 2 journées. Donc, merci de nous avoir honorés ce soir. Pour commencer, Alkitengi, on a connu une première, une deuxième, et la petite grandit chaque année, au point qu'aujourd'hui, vous parlez des territoires. Et pour préciser, le thème de cette année, c'est infiniment territoire. Vous vous sentez comment? Vous savez, Makutano est un réseau d'hommes d'affaires et de personnes d'influence sur les questions économiques de notre pays, qui a commencé avec un ADN national. Et très rapidement, Makutano a dépassé les frontières de la République. Nous avons aujourd'hui une intervention internationale. Nous avons des chefs d'État qui viennent ici. Exactement. Mais vous ne pouvez pas être généreux avec le monde si vous n'êtes pas généreux avec votre propre pays. Et nous sommes à l'initiative, mais surtout à l'écoute de l'impulsion politique. Aujourd'hui, l'impulsion politique, c'est de dire créons ce pays que nous n'avons pas créé depuis tout ce temps. En 60 ans d'indépendance, nous avons de manière systématique pillé les milieux ruraux en nous concentrant sur les milieux urbains. Kinshasa est la capitale, la Gombe n'est pas Kinshasa. Et cette frustration a été relevée par le chef de l'État. Et il nous dit il faut aller à la rencontre des 145 territoires. C'est en l'écoutant que nous voudrons, avec cette opportunité, lui donner les moyens, les structures, mais également faire découvrir les opérateurs économiques cet espace de vie et leur dire il y en a d'autres. Voilà ce que nous allons faire cette année. L'idée aujourd'hui fait des vagues. Ce ne serait pas péché de citer Nicole Soulou, qui est cette femme forte qui pousse les hommes et les femmes aussi. On peut se le permettre? Nicole Soulou est un génie de l'organisation, il faut le reconnaître. Et elle a la capacité d'avoir autant de personnes autour d'elle, des personnes de très haute qualité, et d'être en mesure de les gérer correctement. Coup de chapeau pour elle, parce que finalement, ce n'est pas assez facile de mettre autant de personnes d'accord. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir reçu dans ce bâtiment le chef de l'État. Le chef de l'État actuel est venu à Inde Makutano 3 fois dans la journée. Nous avons reçu des présidents des pays africains et ça, c'est le génie Nicole Soulou, il n'y a rien à dire. Comment on peut comprendre que quelque chose qui part de Kinshasa, quand on sait tout ce qu'on raconte autour des idées des Congolais, que cela envahisse aujourd'hui l'Afrique et vous arrivez à convaincre? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la magie? La magie, c'est l'intelligence pure et simple. Makutano, c'est un espace d'échange d'intelligence de très haut niveau et sans complexe, dans une tolérance intellectuelle, j'ai juste envie de dire. Et à Makutano, c'est les arguments. Il n'y a pas de place pour les émotions. Les gens s'aiment dans la différence. Et je crois que nous avons là la capacité de faire fonctionner les différentes potentialités des uns et des autres. Et le réseau fonctionnant, nous avons des pieds dans la politique. Il y a certains des membres de Makutano qui sont politiciens, nous avons des opérateurs économiques purs et simples, nous avons des enseignants d'université, nous avons des chercheurs, et donc c'est un melting pot d'un très haut niveau qui aujourd'hui s'impose au niveau de la réflexion stratégique, mais surtout au niveau de l'accompagnement vers des résultats. Et je crois que c'est pour ça que les politiques, et je salue la présence de mon ami Alda ici et de M. Choué, parce que c'est finalement un véritable espace d'échange.
Véritable espace d'échange. Alex Nsué, cette fois-ci, vous aussi, vous avez pris le bateau. Vous avez pris le bateau en cours et vous êtes consultant de Makutano. Quel sera votre apport pour cette édition? Pour cette édition, je vais intervenir sur les questions liées à la planification du développement et plus précisément sur le PDL 145 territoires. Il sera question pour moi d'apporter justement quelques éléments de réflexion sur les mécanismes à mettre en place pour s'assurer du succès du processus de mise en œuvre du projet. Il est salutaire, comme l'a dit Alkiteng tout à l'heure, on a besoin de développer ce pays avec un modèle équilibré. On ne peut pas orienter les efforts dans les villes et laisser pour compte le milieu rural. Surtout que dans le milieu rural, on compte 60 à 70% de la population. Ce qui veut dire que si nous voulons équilibrer le jeu et aussi aider la situation du pays à aller d'avant, il nous faudrait investir suffisamment dans les milieux ruraux de manière à booster l'ensemble de la collectivité et aussi garantir une certaine cohésion nationale, laquelle cohésion est importante pour permettre aux politiques publiques d'être efficaces et à l'économie de reprendre de plus belle et aller vers d'autres horizons. On ne peut pas parler toujours des villes, parlons aussi des territoires. Ce n'est pas vous, les experts, qui avez désorienté un peu le politique non, avec les études que vous menez de temps en temps. Non, pas du tout. Il y a des études qu'on a menées qui ont montré qu'il fallait accorder de l'attention à l'ensemble du territoire. Il faudrait un modèle équilibré. Même quand on a eu à mettre en place la caisse de péréquation, c'est en tout dans l'idée de vouloir équilibrer les efforts en matière d'investissement public et d'intervention de l'État dans les provinces pour que toutes les provinces puissent connaître un même élan de progrès. Mais vous parlez d'une expérience qui, on ne se le cache pas, n'a pas réussi dans ce pays. La caisse des péréquations, les quotités, tout ça, c'est des prières chaque fois des gouverneurs qui demandent au pouvoir central de redonner un tout petit peu. Non, effectivement, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Mais il a dit tout à l'heure, quand il intervenait, il dit qu'il y a aussi une dimension politique importante qu'il ne faut pas négliger dans la conception et le développement. Parce qu'il y a des questions qui demandent à ce que les décideurs puissent aller au-delà de leur passion personnelle pour regarder l'intérêt collectif. Lorsque le moi l'emporte sur la raison ou sur la collectivité, là, on commet des erreurs. Et ça, c'est ce qu'on a connu. Et aujourd'hui, avec le projet PDL, le souci serait que l'on puisse faire autrement et mieux pour que le Congolais sente un début de changement. On connaît les animateurs des provinces qui continuent à exiger des rétrocessions et vous avez évoqué ça aujourd'hui. Effectivement, la mise en œuvre des politiques publiques demande à ce que les acteurs qui sont censés concevoir et implémenter les politiques soient eux-mêmes engagés dans la vision de la transformation. Lorsque cette vision n'est pas partagée, ils vont se comporter de manière à détruire les efforts que l'on veut mettre en place. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un engagement profond de tous les acteurs et la volonté politique est donc un élément déterminant. Si autrefois il n'y a pas eu un engagement fort, il serait important que l'on puisse changer le cours des choses aujourd'hui. Il ne faudrait pas rester là juste à accepter le passé comme étant une fatalité. Mais bien au contraire, le passé doit nous préparer à mieux comprendre nos erreurs et transformer notre façon de faire pour que le futur soit meilleur. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de ce programme de développement, il serait important que le pouvoir central puisse mettre en place des mécanismes de forte collaboration avec les autorités locales, provinciales, et que les acteurs de la société civile et le secteur privé puissent tous être impliqués pour que l'on puisse conjuguer toutes les synergies existantes pour faire avancer l'agenda de développement du pays. Donc c'est une question qui demande à ce que tous soyons impliqués dans la mise en œuvre du programme. Vous parlez de la volonté politique. On a sur ce plateau quelqu'un qui représente un membre du gouvernement, le ministre des Finances, Alda Koulé. On dit qu'il faudrait créer une synergie. Il faudrait qu'on ressente la responsabilité des animateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer qu'il y a du financement justement pour que ce plan vive, que ce plan soit transformé en une réalité et que ça cesse d'être une vision? Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. En effet, la volonté politique est là. J'aimerais juste rappeler un petit peu cette semaine qui a été très spéciale, notamment pour le ministre des Finances. Hier, nous avons tenu la conférence Risque Pays pour faire la cartographie des risques de la RDC et ensuite identifier ensemble avec le secteur privé, avec le corps diplomatique, avec les institutions internationales, mais également avec plusieurs membres du gouvernement, les réformes à mettre en place, les solutions à apporter aux différents problèmes qui bloquent le développement en RDC. Le ministre des Finances a également participé avant-hier à des ateliers de la FEC autour du sujet PME. Et il sera le champion de la FEC sur plusieurs ateliers qui vont avoir lieu dans le cadre de la renaissance
de cette entité. Donc, la volonté politique est réellement là. Les financements sont là aussi. Il faut bien noter que nous sommes en programme avec le FMI et nous avons récolté plus d'1,5 milliard. Et ce financement est évalué à combien pour Nous avons récolté réussir? plus d'1,5 milliard déjà au niveau du FMI dans le cadre du programme avec la RDC. Il faut aussi noter que c'est la première fois dans l'histoire de la RDC que nous arrivons maintenant à la 3e revue avec le FMI. Généralement, on s'arrête au bout de la 2e revue parce qu'on ne respecte pas les conditions. Donc nous sommes en train d'effectuer un travail important pour respecter les conditions mises en place avec le FMI pour pouvoir récolter la totalité des fonds. À noter que la dernière fois que la RDC est entrée en programme avec le FMI, c'était en 2012, et on devait avoir un peu moins de 400 millions de dollars, et nous n'avons pas réussi à décaisser la totalité, parce que nous n'avons pas réussi à respecter les conditions du programme. Donc une des difficultés que nous avons au niveau de la RDC, ce n'est pas vraiment un problème de financement, ce n'est pas vraiment un problème d'idées ou de projets, parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de projets, mais c'est un problème de pilotage de projets. Donc nous sommes en train d'essayer de mettre en place des structures, de mettre en place des méthodes de travail un petit peu différentes pour nous permettre justement de réussir le pilotage de projets. Ce ne sont pas des projets qui manquent. 145 territoires est un très joli projet, projet même qui fait du coup l'objet du prochain Makutano. Et dans ce cadre, comme Alexandre l'a bien signifié, il est important que le gouvernement mette en place le cadre nécessaire pour permettre à ces projets de se matérialiser. Donc, vraiment, le gouvernement a cette ambition-là de pouvoir travailler main dans la main avec le secteur privé pour voir se matérialiser l'ensemble des projets. Voilà, ce qu'on reproche souvent à ces genres d'exercices, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement s'isole, travaille avec des personnes qui ne sont pas les premiers responsables et chaque fois qu'on passe le relais, on sent qu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas l'âme de ce projet et souvent ça échoue. Cette fois-ci, comment vous comptez impliquer la plus petite entité pour que chaque Congolais ou chaque responsable se sente vraiment concerné? Ce serait une partie de la réussite. Oui. Vous savez, alors moi j'ai une opinion différente par rapport à ça, par rapport au fait d'impliquer tout le monde. En fait, il y a des stades dans un projet. Donc vous programmez les implications. Voilà, donc un projet, avant qu'un projet débute, on doit travailler sur les études. Des études parfois de préfaisabilité, et ensuite aller sur des études de faisabilité, aller sur des études économiques, techniques, environnementales, etc. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces études, on a une vision plus claire de ce qu'on est censé faire, de ce qu'on est capable de faire. Mais une fois qu'on a ça, c'est juste une première phase. Après, derrière, il faut trouver des modèles de structuration de financement, des modèles d'opérationnalisation de ces projets. Est-ce qu'on va aller sur des projets pilotés par le gouvernement ou bien est-ce qu'on va sur des projets pilotés par le secteur privé et que le gouvernement est là en backup? Ce qu'on appelle notamment les PPP, les partenariats publics-privés. Et donc, dans ce cadre-là de PPP, il faut pareil aussi mettre en place des méthodes de travail et des structures qui permettent à ces PPP d'exceller. Et là aussi, nous avons des difficultés. Donc récemment, nous sommes en train de mettre en place un centre d'excellence pour les PPP au niveau du ministère du Plan, et c'est toujours en collaboration avec d'autres ministères. Parce que si vous savez, les finances doivent gérer une partie des sujets, le plan également, le budget peut-être aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir mieux collaborer pour mettre en place les choses. Donc, les difficultés sont nombreuses, je ne veux vraiment pas cacher, mais sachez qu'actuellement, l'ambition, c'est de pouvoir inclure tout le monde lorsqu'on est dans le bon stade pour permettre aux choses d'avancer. Alors, on peut imaginer le temps que ça prendra pour que finalement on touche à ces réalisations, parce que souvent on se dit c'est aujourd'hui, demain, on entend, c'est devenu des slogans. Est-ce que vous jouez sur l'aspect temps pour qu'il y ait du sérieux? Vous donnez combien d'années? Alors, lorsque nous avons des projets structurants, ça prend du temps. Il faut savoir, entre toutes les étapes que j'ai mentionnées au niveau des études, pour quitter une étude de préfaisabilité, c'est-à-dire un projet qui est à l'étape 0, qui n'a pas d'étude de préfaisabilité, et lorsque ce sont des projets un petit peu techniques, ça prend du temps. Si on veut lancer de l'agriculture, par exemple, pour faire une étude de préfaisabilité sur l'agriculture, ça demande de descendre sur le terrain, ça demande de comprendre quelles sont les contraintes que l'agriculteur ou l'agriculture en général a en RDC. Ça demande de mettre en place peut-être des réformes pour pouvoir lever certains problèmes. Donc ça prend 10 ans, ça prend 2 mandats. Ça ne prend pas 10 ans, mais il est important de se dire que la phase de préparation de projet peut prendre 1 an, voire 2 ans.
préparation de projet. Une fois qu'on a préparé, maintenant l'opérationnalisation vient derrière. D'où l'importance de la continuité. C'est-à-dire que nous sommes ici, les élections vont avoir lieu en décembre 2023. Nous ne sommes pas dans l'optique de se dire on doit livrer des choses, des quick wins en 2023. Les quick wins sont importants, il faut les avoir. Mais il faut penser à long terme. Donc lorsque nous travaillons maintenant, notre objectif c'est de préparer un maximum de projets qui soient le plus près possible et qu'on puisse léguer ensuite ce travail au prochain gouvernement pour pouvoir piloter. Donc la continuité est très très importante et nous mettons un énorme accent là-dessus. La continuité Alkitenge, je crois que c'était ça le problème, que les gens sont dans la précipitation. Est-ce qu'on a fait des véritables études pour connaître le niveau de chaque territoire, un état des lieux pour qu'on n'aille pas à dupliquer les mêmes choses partout? Nous sommes dans un pays qui a été pendant longtemps l'objet d'une espèce d'escroquerie politique parce que finalement, les gens qui sont au gouvernement central avaient l'impression qu'ils étaient les meilleurs dans le monde. On s'est aperçu qu'on n'a pas été capable de livrer le service public aux citoyens. La conséquence est très simple, on a 140 groupes armés et ils sont tous ruraux. Et chaque groupe armé est à côté des réserves minières qu'il exploite de manière tout à fait inacceptable en tuant des gens. Ça voudrait dire quoi? Mais ça voudrait dire qu'en fait, nous avons été, j'ai envie de dire, sociologiquement incapables. Et c'est ce que le chef de l'État a vu que nous n'avions pas vu avant. Il s'est dit, le problème vient de là, alors il faut aller y apporter de la solution. Aujourd'hui, moi, je le théorise différemment. Le leadership doit être un leadership multiniveau. Nous devons avoir des gouverneurs performants, nous devons avoir des administrateurs des territoires performants. Il n'est pas possible qu'un individu tout seul, fût-il président de la République, soit en mesure d'aller apporter le service public aux citoyens où il est. Et je crois que ça, le chef de l'État l'a bien compris. Dans les différentes composantes, il y a le renforcement de capacité à tous les niveaux. Deuxième chose, et elle est tout aussi importante, Alda vient de parler de l'argent que l'on va avoir avec le FMI. Mais il y a aussi l'argent que nous générons ici. Nous sommes en train de passer de 4,5 milliards de dollars de budget annuel à près de 12 milliards de dollars. L'assiette économique ne s'est pas élargie, simplement la capacité à mobiliser s'est accrue. Il y a des questions qu'on devrait se poser et des gens comme Alex devraient mettre une dizaine d'étudiants dessus pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais en fait, ça, c'est pour l'histoire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous commençons à être capables de mobiliser de plus en plus de l'argent. Et nous devons donc avoir la capacité de le dépenser de manière rationnelle. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de savoir que l'argent public, il sert à attirer de l'argent privé. Et donc aujourd'hui, au-delà du plan national de développement, nous devons avoir des plans locaux de développement. Chaque territoire doit avoir son plan de développement. Chaque province doit avoir son plan de développement. On a besoin d'une gouvernance sérieuse au niveau central, au niveau provincial, au niveau des entités territoriales décentralisées. Et en fait, c'est aujourd'hui ça le nouveau paradigme. Et nous, à Makutano, nous faisons une innovation. Nous créons ce qu'on appelle un observatoire congolais de la gouvernance locale. Et nous l'appelons Observatoire 145. Ça veut dire qu'en fait, le citoyen se donne les mécanismes nécessaires pour être en mesure d'évaluer qui est le meilleur gouverneur, qui est le meilleur administrateur du territoire, qui donne les meilleurs résultats, où sont les meilleures pratiques et comment on peut être en mesure de les généraliser. Et ceux qui sont médiocres, toute la question, c'est de mettre la lumière sur eux pour qu'on le dégage. Ce ne serait pas facile, ça va soulever d'autres questions, mais c'est une très belle initiative. Ça s'appelle de l'observation citoyenne. C'est très important et Makutano s'est inscrit dans cet ordre. Nous allons offrir à la nation, à la République démocratique du Congo, aux gouvernants, un indicateur ou des indicateurs externes pour être en mesure de dire là, on avance trop vite, là, on n'avance pas assez vite, celui-ci, il est bon, celui-là, il est médiocre et on doit être en mesure d'évacuer les médiocres et aspirer le plus possible les meilleurs d'entre nous. Vous savez, lorsque vous regardez le capital humain congolais, tout le monde est aspirer là où il y a l'argent. Et aujourd'hui, le chef de l'État dit on va injecter de l'argent dans les 145 territoires. Par effet osmotique, vous allez voir, des gens intelligents vont devoir aller rentrer dans les milieux que l'on considérait comme étant reculés. Vous savez, le monde entier nous appelle tiers-monde. Tiers-monde, ça veut dire qu'il y a un premier monde, un deuxième, et nous, on est troisième monde. En fait, nous aussi, on reproduit exactement la même chose. On est à Kinshasa et on est à l'intérieur. Et quand quelqu'un vit dans le milieu rural, on a l'impression que c'est un sous-citoyen. C'est ce paradigme sociologique humain que le chef de l'État a réussi à mettre sur la table en disant « créons une véritable cohésion nationale, devenons juste un pays, une patrie, une nation ». Alors, infiniment territoire, qu'est-ce qui justifie le choix aujourd'hui de Mbuji-Mayi pour accueillir Makutano 8e édition? Fermez vos yeux, regardez la carte du Congo, vous allez vous rendre compte que nous sommes là sur la partie centrale.
Lorsqu'on fait une impulsion au niveau central, on a la capacité de jaillir sur le reste du territoire. Deuxième chose, il va falloir savoir que nous allons avoir un deuxième couloir de développement qui nous amène sur le port de Lobito en Angola. L'activité économique va sérieusement changer. Il est important que l'on intègre cela. Notre objectif, c'est d'amener de la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné pendant longtemps et qui a commencé à bouger. Oui, Et mais donc, pour l'instant, vous emmenez, je suppose qu'il y aura quand même un nombre important de personnes qui iront là-bas. Il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Vous faites comment? J'adore votre question et je vais vous répondre par une autre illustration. Moi, en tant qu'intellectuel, la décision la plus importante que Joseph Kabila a prise, c'est celle de passer de 11 à 26 provinces. Alors, il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais il n'y avait pas d'infrastructure. » Il n'y avait jamais eu d'infrastructure. Et si on était resté dans cette situation, il n'y en aurait jamais eu. Il a eu le courage de dire « On y va ». Et là, on s'aperçoit que nous avons été égoïstes pendant très longtemps. Et aujourd'hui, les hommes commencent à mettre en place des infrastructures. Entre 11 et 26 provinces, le différentiel est énorme. Aujourd'hui, le chef de l'État dit non, pas du tout, on ne va pas s'arrêter aux 26 provinces, on va aller dans les 145 territoires. Et vous allez voir que ce n'est pas de l'aumône qu'on fait à ces gens. En fait, on est en train de les inclure dans l'effort économique de la République. Quand on parle du PIB par tête d'habitant, ça veut dire la capacité à chaque personne à pouvoir contribuer. Nous sommes en train de mettre en place un nouveau logiciel de compétitivité nationale basé sur la compétitivité des entités et surtout sur la compétitivité des individus. Et ça, c'est le langage qu'il faudrait qu'on parle, qu'il faudrait qu'on utilise lorsque nous discutons entre nous et lorsque nous discutons avec les différents partenaires. Alex Sué, est-ce que vous pensez qu'on a, comme Al venait de le dire, on a aujourd'hui plus de capacité de mobiliser en termes de recettes? Effectivement, puisque les résultats parlent, les recettes de l'État ont eu à augmenter. Les performances réalisées au niveau de la Direction générale des impôts établissent effectivement qu'il y a eu accroissement. Comment donc, vous expliquez ça du jour au lendemain? Non, en fait, il y a plusieurs éléments. C'est vrai que la performance en matière de collecte des recettes dépend d'abord de la marche de l'économie. Et aujourd'hui, la crise russo-ukrainienne nous profite dans la mesure où les cours de certaines matières premières que nous exportons sont revus à la hausse, de manière très sensible. La demande mondiale sous l'influence asiatique est aussi en hausse, ce qui fait que nous profitons de cette conjoncture favorable. Mais il y a aussi des efforts qui sont fournis à l'intérieur du pays. Il faut le dire, il y a eu des réformes qui ont été mises en place au niveau de l'administration financière pour pouvoir mieux capter. Il y a la digitalisation de certains services publics qui aident à éviter qu'il y ait des trous ici et là. Et il y a aussi la police financière de l'IGF qui joue. Parce qu'il y a certains opérateurs économiques qui, autrefois, ne payaient jamais l'impôt. Mais aujourd'hui, avec le contrôle qui est mis en place, ils se voient obligés d'eux-mêmes de payer parce que s'ils ne le font pas, il y aura un redressement et c'est ce qu'il faut pour le pays. La qualité de la gouvernance dépend aussi de la qualité de la sanction qu'on apporte aux gens qui évitent de respecter. On appelle ça les délinquants. Les délinquants. Le terme, c'était celui-là. Donc voilà un peu. Donc, ces choses qui sont importantes, qui justifient cet accroissement. Mais augmenter les recettes, c'est une chose. Mais il faut maintenant jouer sur la qualité de la dépense publique pour que cet accroissement puisse profiter. Et avec un plan bien pensé, bien exécuté, cet accroissement aura réellement une incidence sur le niveau de vie de la population. Parce qu'on verra les recettes augmenter d'une part, l'autre affecter judicieusement, décaisser avec intelligence et dépenser efficacement. Au bout du compte, qu'est-ce qui sera? L'économie va reprendre de plus belle. Certains vont trouver du travail, d'autres vont trouver des opportunités d'affaires, d'autres vont pouvoir avoir accès à l'eau, à l'électricité, avoir donc la possibilité de mieux étudier. Et donc, tous ces éléments-là mis ensemble sont faits des énergies positives qui vont pousser le pays à aller de l'avant. Donc, c'est le développement du pays qui est en train de se jouer. Mais tout dépendra, bien sûr, du sérieux avec lequel nous allons mettre le plan en marche. Et ça demande qu'on puisse vraiment être dur envers tous ceux qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas le changement. Ah, d'accord. Alors, Alda Koulé, une question me vient à l'esprit. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour que ceux qui sont dans les territoires s'approprient ce qui est en train d'être fait pour eux? Parce qu'on sait qu'il y a une concentration des compétences dans un coin du pays où il n'y a pas forcément, on va faire de l'importation, même au niveau local. Comment vous résolvez cette question? Absolument, merci beaucoup pour cette question. Juste peut-être pour compléter sur le point collecte avant de passer à la question suivante. Effectivement, il y a plusieurs raisons qui ont permis l'augmentation, l'accroissement des recettes. Et c'est un début. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et nous en sommes clairement capables. Donc, il y a eu effectivement la digitalisation qui a aidé. Parce que, comme vous savez, il y a pas mal de coulage dans le pays. Et le fait de digitaliser, ça permet de tracer un peu plus correctement la collecte des impôts. Il y a eu des facteurs, des solutions de dissuasion qui sont en place, notamment
l'outil Finalert, qui était lancé par le ministère des Finances, qui permet aux contribuables de pouvoir alerter sur tout agent qui vient tracasser les opérateurs économiques pendant la phase de collecte d'impôts. Il y a effectivement l'IGF, la police financière qui est là en place. Donc tous ces éléments-là ont permis d'améliorer la collecte des impôts. Et en face, ils ont absolument raison sur l'importance de mieux dépenser. Oui. Il n'y a pas très longtemps, nos impôts, enfin la mobilisation des recettes, 75% partait dans les rémunérations des agents de l'État. Donc nous avons. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore changé. Ça change. Le gros du budget, on dit que c'est plus la rémunération. Non, le pourcentage change de façon vraiment très drastique. On met plus, la qualité de la dépense est très importante, donc on met un accent super important sur les investissements. Mais par contre, pour investir, il faut d'abord savoir préparer les projets. Donc ça revient encore sur le point précédent. Donc comment on fait pour faire en sorte que les territoires s'approprient ces projets? C'est toujours un travail de préparation de projet. Comment est-ce qu'on va disséminer le projet dans l'ensemble du territoire? Comment est-ce qu'on va apporter les compétences nécessaires qui n'existent pas dans le territoire? Et surtout, après, comment on va faire pour faire monter en capacité les opérateurs locaux? Est-ce qu'on est en train de parler de l'agriculture? Est-ce qu'on veut faire en sorte que les agriculteurs soient capables de produire de façon plus efficiente, augmenter leur productivité? Est-ce qu'on veut faire en sorte que les agriculteurs puissent vendre leurs produits dans des centres de consommation? Comment on le fait? Est-ce qu'on met en place des coopératives pour les soutenir à avoir cette capacité de production? Est-ce qu'on met en place d'autres opérateurs pour des routes de dessert agricole pour permettre à ces produits d'atterrir sur des centres de consommation? Donc c'est tout ça. Est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait pour l'énergie, notre grand problème en RDC? Est-ce qu'on met en place des opérateurs privés pour gérer ça? Et derrière, on peut intéresser les communautés locales à monter en compétences aussi dans ce type de business. Donc en fait, ça crée beaucoup d'opportunités pour tout le monde. Le plus important, c'est vraiment de savoir bien planifier le tout et surtout d'exécuter. Nous avons un vrai grand problème d'exécution. Pas de projet, pas d'idée, pas d'argent. L'exécution est notre problème. Elkitenge, ce problème, on revient toujours sur l'absence des routes, les voies de communication. C'est le moment où vous avez eu d'autres idées ou qui priorisent les projets les uns après les autres? Vous savez, nous avons ici tout un département national qui s'occupe de la voirie rurale. Vous savez ce qu'elle fait? Chaque année, elle fait les petits entretiens de route. Lorsque vous prenez tout cet argent, vous mettez ensemble, vous vous rendez bien compte qu'on dépense bêtement chaque année beaucoup d'argent et sans aucune accumulation de résultats. Il y a aujourd'hui des propositions techniques que nous faisons. On appelle ça road bonds. C'est ce que Makuta nous propose. Exact. Nous, Makuta, nous proposons de l'intelligence et de l'ingénierie financière. On appelle ça les road bonds. Ce sont les bons de trésor pour les routes. En disant, si chaque année je dépense 100 millions de dollars pour réparer des routes et chaque année je recommence la même chose, j'émets un bon de 2 milliards de dollars. Moi, j'ai bénéficié les 10 dernières années de 100 millions, 100 millions, 100 millions et ça n'a absolument rien apporté. En obtenant les bons de trésor pour cette hauteur d'argent, on peut avoir la construction des routes qui vont durer 30, 40 ans. En ce moment-là, on a des vraies routes qui absolument décongèlent la manière dont la mobilité est organisée pour les personnes et pour les biens, et ça rapporte de manière cumulée du résultat. Mais ça, c'est changer la manière de faire. En faisant la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il faut exécuter le narratif. Mais le narratif, il s'exécute avec de l'intelligence nouvelle. Il faut être en mesure d'essayer autre chose. Je donne un autre exemple. Nous avons près de 2 milliards de dollars de dette intérieure qu'on ne paye toujours pas. Okay? La conséquence est très simple. Les investissements chez nous sont le fait des emprunts extérieurs. Le pays le plus endetté du monde s'appelle le Japon. C'est de l'endettement intérieur. À un moment donné, il faut recréer la confiance entre l'État et les citoyens. Une bonne manière de payer cette dette, c'est de dire chaque année, nous avons près de 100 millions de dollars que nous budgétisons et que nous libérons. Mais 100 millions de dollars sur 2 milliards de dollars, vous commencez à saupoudrer, ça ne marche pas, c'est ce qui amène la corruption. Comment faisons-nous pour être en mesure de faire de l'ingénierie intelligente, pour être en mesure de lever 2 milliards de dollars, régler cette affaire une fois pour toutes? Parce que, 1, on l'a réglé, 2, on a recréé un environnement où les opérateurs économiques et les citoyens ont confiance en l'État. Et le jour où l'État dit « je voudrais emprunter auprès de vous 2-3 milliards de dollars », il les lève. C'est très simple. Et donc, c'est du donnant-donnant. Aujourd'hui, Makutano, c'est ce puits de réflexion qui dit à l'État
On ne veut pas faire de la politique comme vous, mais faites-nous de la bonne politique, nous on fera de la bonne économie. Vous vous situez où entre l'État, il y a le pouvoir public, il y a Makutano, vous vous situez... Nous sommes un partenaire direct de l'État. Nous nous donnons le droit citoyen de parler à l'État et de lui faire des suggestions. Que vous soyez écouté ou pas, au moins vous aurez lancé le débat. Si vous ne nous écoutez pas aujourd'hui, plus intelligent que vous nous écoutera demain. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un pouvoir qui nous entend de plus en plus, qui considère ce que nous faisons. Et c'est là qu'il faut saluer l'attitude du ministre des Finances, qui se déplace, qui va vers les opérateurs économiques et qui leur dit « Je suis votre partenaire. Vous ne jouez pas franc jeu, c'est pour ça que nous sommes en guerre. Si vous jouez franc jeu, voilà l'ensemble de choses que je peux mettre sur la table. » Et Makutano est cette plateforme qui rapporte de l'intelligence pour être en mesure de permettre d'avoir une plateforme d'échange. Et vous savez, au Makutano, ce que nous faisons, c'est que nous faisons venir des politiciens et des opérateurs publics du monde qui font ce qu'on appelle le best case use, ça veut dire en fait les gens qui ont donné des bons résultats ailleurs, on les amène ici pour qu'ils parlent, mais nous parlons également aux opérateurs économiques, nous amenons sur la table, et ça devient, c'est le nom Makutano, ça veut dire les gens se rencontrent. C'est donc un espace de vérité, un espace d'amour, mais surtout un espace d'intelligence économique. Professeur, à quoi ça sert de faire des analyses si vous n'êtes pas écouté? Vous vous fatiguez aussi? Bon, c'est vrai que ça dérange que l'on puisse apporter sur la table des réflexions et que l'on ne soit pas écouté. Ça dérange parce que les questions qui sont discutées dans Makutano sont des questions de la République. Ce ne sont pas des questions qui concernent que ceux qui dirigent, mais ça concerne toute la République. Et donc, il serait intéressant ou important que le gouvernement puisse écouter davantage. Mais il n'y a pas que le gouvernement, parce que le développement, c'est une affaire de tous. Le gouvernement peut prendre des options fondamentales, mais si le secteur privé se comporte mal, si nous, les individus, on se comporte mal, au bout du compte, qu'est-ce qu'on aura? Il faudrait qu'on puisse créer cette dynamique d'ensemble qui nous amènera et l'État, et les privés, et les ménages à reconsidérer la façon de voir, de faire les choses pour avancer. Et un homme intelligent, un homme qui a la vérité, ne peut pas se lasser de dire la vérité. Parce que c'est en fait un serment que de dire la vérité. Et Makutano apporte justement ce plus-là dans la réflexion au niveau de la société congolaise. Voilà, le temps passe vite, c'est déjà en train d'atterrir. Merci à nos trois invités, merci Al pour votre contribution, merci Alda Koulé, merci Alex Nsué. Makutano, c'est les rendez-vous à ne pas manquer. C'est déjà le 24 et le 25 octobre prochain. Des débats comme celui-ci, il y en aura beaucoup et beaucoup plus en profondeur. L'essentiel, c'est de faire bouger les lignes pour développer la République démocratique du Congo, pour permettre aux Congolais de trouver de la place, de trouver de la parole dans l'économie du pays et pourquoi pas réunir au niveau africain, parce que c'est aussi un espace pour l'Afrique qui veut prendre sa revanche. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour des très belles choses.